c'est une lutte sociale qui a permis d'imposer la mécanisation des accès. Aujourd'hui dans Métropolitique, les transports urbains par câble. Je serai accompagné par Michel, ingénieur dans le domaine des transports avec plus de 40 années d'expérience. La sécurité des systèmes suspendus a été largement renforcée, justement parce qu'ils sont suspendus et qu'on ne peut pas se permettre la chute d'une cabine au sol. Ça a disqualifié les solutions de transport par câble pour de longues années. On voit très bien que c'est la topo de la Paz qui a dicté la solution. Véritable passionné et expert du transport ferroviaire, il a transmis ses connaissances à l'University College of London, à l'École des Ponts et désormais dans Métropolitique. Après cette pause estivale, Métropolitique revient sur les transports urbains par câble. Eh bien, nous allons parler de funiculaire et de téléphérique. Nous avions pris l'initiative de traiter ce mode de transport avant le terrible accident survenu à Lisbonne le 3 septembre dernier, donc 2025, qui met en lumière la fonction, l'existence de ces transports et aussi peut-être leurs limites et leurs conditions d'exploitation. Les transports urbains par câble, qu'on appelle donc funiculaires, à la base funiculaire parce que c'est la racine latine du mot câble. Le champ d'application de ces transports était initialement d'une part les remontées mécaniques destinées aux stations de ski, les télésièges, les télécabines, les tire-fesses, partout où on avait des fortes pentes et un accès difficile aux parties élevées du lieu. Mais aussi en ville, on avait des funiculaires dès le 19e siècle qui permettaient du franchissement, par exemple des falaises. Donc l'idée n'est pas neuve et on retrouve un invariant de l'application de ces modes de transport qui sont les lieux de forte pente, les lieux où un franchissement est difficile et les lieux où un quartier a besoin d'être désenclavé. L'accident survenu à Lisbonne le 3 septembre, dont les causes ne sont pas encore identifiées, mais très probablement une rupture de câble, a provoqué la mort de 17 personnes, alors que c'était un des symboles, une des attractivités touristiques de la ville, avec peut-être en regard une négligence sur les conditions de maintenance et de maintien de la sécurité d'un tel système. On a beau être au sol, puisqu'il y a de la pente, eh bien, il y a des précautions à prendre pour assurer la sécurité du fonctionnement de ce genre d'engin. Quelles sont les caractéristiques technologiques des transports par câble ? Eh bien, il y a deux familles. Les systèmes que l'on va qualifier de suspendus et les systèmes au sol. Les systèmes suspendus, ce sont des téléphériques, des télécabines, qui sont accrochés à un câble moteur avec deux solutions. Alors, on part dans une subdivision des solutions, soit accrochés au moyen d'une pince non débrayable, c'est-à-dire que la cabine du téléphérique est fixée de manière ferme au câble et on va arrêter la machinerie, donc le câble, quand le téléphérique, la cabine haute et la cabine basse ont atteint leur destination pour permettre aux gens de monter et de descendre. La technologie dite à pince débrayable fonctionne avec un câble entraîné en permanence et lorsque les cabines arrivent aux stations, on relâche la pression sur la pince. La cabine est donc libérée du câble, entraînée à très petite vitesse localement par un dispositif de pneus ou de galets horizontaux, de façon à permettre la montée et la descente des passagers et le redémarrage dans l'autre sens en se réembrayant sur le câble qui a fait le tour avec une énorme poulie qui le renvoie dans la direction opposée. Dans la famille des téléphériques, donc des suspendus, on trouve des grosses cabines et même des très grosses cabines. Il existe des cabines à 2 niveaux et on peut transporter 200 personnes dans ce genre de cabine, dans des cas extrêmes. Donc là, on est dans un quasi-transport de masse, toute proportion gardée. Quand on parle des systèmes au sol, il faut voir des dispositifs qui roulent. Donc c'est le cas du funiculaire de Lisbonne, mais c'est le cas de tout ce qui est funiculaire, ou on les appelle aussi ascenseurs inclinés, selon les cas. Donc de quoi s'agit-il ? Il s'agit le système basique, en général 2 cabines, dont l'une sert au contrepoids de l'autre. 2 cabines accrochées de manière ferme à un câble. La cabine descendante va fournir l'énergie potentielle nécessaire à la cabine qui monte. C'est ce qui veut dire qu'on a besoin que d'une très faible puissance auxiliaire, puissance électrique en général, pour actionner le système. Donc c'est assez vertueux. On a même trouvé, alors ça c'est des solutions historiques, des solutions de contrepoids à eau perdue. Alors je m'explique,
Chaque cabine dispose d'un réservoir que l'on remplit d'eau quand la cabine est en position haute. Les passagers montent, mais c'est le poids de l'eau qui va rajouter à la motricité de l'ensemble et ainsi soulager le mouvement, l'énergie nécessaire à la cabine montante. Voilà. Parfois, on peut même ne pas avoir d'énergie du tout. On peut se contenter de la masse qui va mettre en œuvre la cabine. À faible vitesse, certes, mais avec très très peu d'énergie. Le système est séduisant, mais il est quand même peu flexible, puisqu'on est, pour parler anglais, en push-pull, c'est-à-dire qu'il y en a un qui monte pendant que l'autre qui descend, et il n'y en a pas d'autre solution. Voilà. Donc, on n'a que 2 cabines, en général d'une capacité assez restreinte, mais qui font le boulot. Il y a eu une variation intéressante de cette solution. À Montmartre, à Paris, historiquement, il y a un funiculaire. Il était en push-pull. Les 2 cabines accrochées, l'une montait quand l'autre descendait. Suite à un incident qui aurait pu être un accident, qui est survenu il y a une trentaine d'années, il a été décidé de reconstruire ce dispositif. Et aujourd'hui, ce sont 2 cabines indépendantes qui circulent sur ce funiculaire de Montmartre, c'est-à-dire que chaque cabine a son câble et son moteur. Et donc on peut, dans certains cas, ou quand la demande est importante, avoir les 2 cabines en bas qui chargent les passagers et qui montent simultanément, ou même un peu décalés, jusqu'à l'extrémité supérieure de la ligne. Voilà, donc c'est une variante. Si on revient au cas de Lisbonne, ce sont des funiculaires avec des moteurs embarqués. Alors là, je m'explique, on a la combinaison entre l'effet de contrepoids, puisque les 2 cabines sont accrochées sur le même câble, un captage de l'énergie par pantographe et fil de contact pour alimenter des moteurs à bord de ces cabines funiculaires. Mais ce sont des moteurs de très faible puissance. On parle de 2 fois 25 chevaux par cabine, ce qui est très très faible. Pourquoi ? Parce qu'on a juste à compenser ce qui manquerait d'énergie par l'effet du contrepoids de la cabine descendante. Et dans le cas de Lisbonne, le câble n'est pas motorisé, contrairement aux autres dispositifs, qu'ils soient suspendus ou au sol, dont j'ai parlé précédemment, où c'est le câble qui est motorisé. Là, à Lisbonne, le câble est passif et sert simplement à relier les 2 cabines entre elles pour bénéficier de l'effet de contrepoids. Et donc c'est ce câble-là qui aurait lâché au cours de l'accident de Lisbonne? Oui, on attend les résultats de l'enquête qui vont prendre un peu de temps, mais en fait, il n'y a qu'un câble. Ça, c'est une situation avérée, connue, il n'y a qu'un câble. Donc, on a ce qu'on appelle dans le métier un mode commun de panne. C'est-à-dire que si c'est ça qui casse, c'est l'ensemble qui est en détresse. Les systèmes suspendus ont en général plusieurs câbles. On a même des systèmes avec 3 câbles, 2 porteurs et un tracteur, enfin, etc. Donc, la sécurité des systèmes suspendus a été largement renforcée, justement parce qu'ils sont suspendus et qu'on ne peut pas se permettre la chute d'une cabine au sol. Merci pour cet état des lieux des transports par câble. Maintenant, quelles sont leurs performances et leurs limites? Alors là, on va parler donc de capacité et de vitesse, par exemple, mais aussi de flexibilité. Si on parle de capacité, les cabines des systèmes suspendus, disons, commençons par ceux-là, peuvent aller de 10 à 12 personnes si on pense à des systèmes suspendus utilisés en ville. Ce qui fait qu'on atteint, avec les vitesses que les machineries permettent d'atteindre aujourd'hui, on atteint, dans le meilleur des cas, un 4000 pph/pd, donc personnes par heure et par direction. C'est pas ridicule, c'est des capacités qui peuvent paraître faibles, mais pour mémoire, un tram a sa zone de performance, de pertinence, en termes de capacité, qui se situe entre 4000 et 8000 pph/pd. Donc on est au seuil du tramway, mais avec d'autres fonctionnalités que l'on va développer un peu plus tard, qui sont des capacités en fait de franchissement. Alors deuxième facteur caractérisant les performances d'un système par câble, c'est la vitesse. On atteint aujourd'hui des vitesses qui vont de 10 à 15 mètres par seconde, c'est-à-dire de 36 à 54 km/h, ce qui est tout à fait respectable. On compare avec la vitesse commerciale d'un tramway, on est largement dans cette fourchette. Ce qui veut dire que la vitesse du trajet et le temps du parcours vont être des facteurs d'attractivité absolument objectifs pour encourager les passagers à utiliser ce genre de transport. En contrepartie, vous m'avez demandé les limites de ces systèmes. Les systèmes par câble n'aiment pas les courbes. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas en prendre, mais c'est assez limité. Si vous regardez les remontées mécaniques en montagne, elles sont rectilignes. Et si on doit prendre un angle pour changer de vallée, attraper une autre cime, eh bien, il va y avoir un changement de câble. Donc, on va avoir soit une correspondance, faire descendre les passagers et reprendre la cabine suivante, soit une astuce qui permet de se décrocher du premier câble, de router la cabine avec un dispositif local d'entraînement, de façon à attraper un deuxième câble qui va quitter cette station intermédiaire avec un angle important. Deuxième restriction, c'est la longueur. Et ça, c'est lié vraiment à la technologie du câble. Les industriels du câble disent, sans qu'on ait beaucoup à les forcer, qu'au-delà de 4 ou 5 km du terminus 1 au terminus 2,
il ne faut pas les solliciter parce que ça veut dire que le câble fera donc 2 fois cette longueur. C'est là que des problèmes techniques, de sécurité, de durabilité apparaissent, dont je n'ai pas les détails, mais si ce sont les industriels qui le disent, on a quand même intérêt à les croire, à les suivre. De limitation, pas de courbe et une longueur qui ne dépasserait pas 4 à 5 km. Ces performances sont à prendre en considération. Elles permettent d'offrir un service de mobilité dans les villes et c'est ce que l'on constate dans certaines villes en France, mais pas seulement. On a donc ce qu'on pourrait appeler un renouveau du transport par câble, qu'il soit suspendu ou qu'il soit roulant au sol. Et ce renouveau, il apparaît après ce que j'appelle le traumatisme du SK. Le traumatisme du SK? Oui, alors ça mérite un petit point d'histoire qui n'est pas forcément glorieux pour les autorités organisatrices des transports françaises. Rembobinons le film, on est dans les années 90. Un président prend la tête de la RATP, armé de son expérience de préfet des Hautes-Pyrénées, où il avait activé son patriotisme industriel en soutenant un industriel local qui fabrique des wagons spéciaux, des trains spéciaux, etc., qui s'appelait Soulet Kermadec, aujourd'hui racheté par l'industriel CAF. Mais ce Soulet Kermadec, une entreprise d'ingénieurs, donc un des ingénieurs, il faut que ça invente, il faut que ça crée, ils avaient imaginé un système par câble roulant, donc des cabines non motorisées, accrochées sur un câble avec une pince débrayable, et qui permettait de se déplacer, pas seulement à l'horizontale, ça acceptait des rampes, ça acceptait des courbes, etc. Ce dispositif avait séduit le président de la RATP et, arrivé en fonction, immédiatement, il s'est mis en relation avec Aéroports de Paris pour imaginer ce dispositif pour la desserte interne de l'aéroport de Roissy. Et donc l'affaire est partie. Il y avait 2 lignes à réaliser, une de 800 mètres qui était à peu près rectiligne et une de 3 km qui comportait des courbes gauches, c'est-à-dire des courbes avec des variations de niveau. Eh bien, après quelques années et quelques centaines de millions de francs, j'ose pas dire le chiffre ici, ça a été un échec. Ça a été un échec parce que le dispositif se heurtait à des problèmes de fiabilité, donc de disponibilité, et essentiellement dû au fait qu'il y avait des courbes, et des courbes en pente. Et ce qui a conduit à une complexification du guidage du câble, avec des organes de guidage qui cassaient, et qui donc réduisaient la disponibilité, qui est très élevée. On a traité cela dans notre livraison de ce podcast, mais la disponibilité globale d'un métro, c'est-à-dire toute panne technique confondue, est de l'ordre de 99,9%. Il faut que ça marche tout le temps, quoi. Eh bien, jamais le SK de Roissy n'a atteint cette performance, et finalement, il a été démonté avant d'être mis en service. C'est ce qu'on appelle un échec industriel cuisant. Pour la petite histoire, fort heureusement, certains ingénieurs d'ADP, d'Aéroports de Paris, avaient préservé une emprise, c'est-à-dire des tunnels avec une section suffisamment large, qui miraculeusement a pu accueillir un dispositif automatique de type VAL. Le gabarit permettait, c'est un miracle. Enfin, pas vraiment de miracle, il y avait simplement des gens éclairés qui ont anticipé que ça ne marchera peut-être pas, etc. Mais de la bouche même des industriels, ce que j'appelle ici le traumatisme du SK, ça a disqualifié, dans le long terme, les solutions de transport par câble, d'ailleurs qu'ils soient suspendus ou au sol, mais surtout au sol, pour de longues années. Et c'est simplement après un travail de marketing, un travail de pédagogie de ces industriels et aussi du développement de quelques solutions technologiques qui ont amélioré la disponibilité et la flexibilité que les systèmes par câble ont pu reconquérir le domaine urbain. Alors on en trouve aujourd'hui dans plusieurs villes de France. Alors on peut citer Brest, qui s'affranchit à bras de mer, donc c'est du franchissement. On peut parler d'un qui va être prochainement ouvert à l'exploitation, qu'on appelle le C1 en région parisienne, qui va relier Créteil à Villeneuve-Saint-Georges, qui va faire 4,5 km et 5 stations. Toulouse a mis en service son téléphérique. Dans ces 3 cas-là, je parle de téléphérique. La Paz, la capitale de la Bolivie, où en quelques années, ce sont 10 lignes qui ont été construites. Et là, ces lignes, essentiellement, elles partent de l'Altiplano, de la ville de Alto qui est sur l'Altiplano, et plongent dans les entrailles de la ville avec un dénivelé de 4 à 500 mètres. Donc là, on voit très bien que c'est la topo de La Paz qui a dicté la solution. On en trouve aussi à Saint-Domingue, en République dominicaine, où 3 lignes sont en construction, 2 en exploitation, une qui va l'être prochainement.
Également en République dominicaine, pour mon expérience récente, à la deuxième ville de l'île de la République qui s'appelle Santiago de los Caballeros, où un téléphérique urbain vient d'être mis en service cette année. Et puis, parlons encore une fois en Amérique du Sud, le Métrocable de Medellín en Colombie. Enfin voilà. Donc, on en voit de plus en plus et avec des matériels qualitatifs. Il y a du confort dans la cabine, il y a de la ventilation, il y a des systèmes de communication, d'information. Les gens ne sont pas isolés comme on peut l'être dans une cabine de téléphérique à l'ancienne. Vous parliez des avancées technologiques qui ont permis le renouveau du transport par câble. Quelles sont-elles? Alors essentiellement les technologies de pinces débrayables, autant pour leur douceur de fonctionnement que pour leur fiabilité, puisque là, toute la sécurité va reposer sur le fait que la pince ne lâche pas. Également la motorisation. On arrive aujourd'hui à des variations de vitesse qui n'étaient pas très possibles antérieurement, des vitesses plus élevées et que l'on peut faire varier. Pour ce que je sais d'un des fabricants les plus connus, ils ont développé un moteur d'une technologie inattendue, qui n'est pas un simple moteur traction de métro qu'on pourrait imaginer, et qui a un excellent rendement énergétique et une excellente flexibilité. On peut faire varier la vitesse d'une manière souple. Le confort des cabines, comme je l'ai expliqué, c'était pas évident d'avoir de la ventilation, je ne parle pas de la clim, mais au moins de la ventilation et des informations audio ou numériques à bord des cabines. Alors également, l'aspect architectural, c'est-à-dire qu'il faut implanter, pour les systèmes suspendus, il faut implanter des pylônes dans la ville. Alors le pylône, ça peut être traumatisant, c'est un gros objet, il faut faire la place pour l'implanter, il y a un massif en béton armé énorme à couler, donc c'est l'opportunité de laisser s'exprimer des urbanistes et des architectes pour réfléchir à une insertion harmonieuse de ces stations, donc des pylônes. Les pylônes des stations sont plus importants que les pylônes courants. Donc il y a un travail architectural nécessaire et qui a été élégamment fait dans les dernières réalisations de téléphériques urbains. Donc l'insertion urbaine, c'est un facteur d'acceptabilité de ce dispositif dans une ville. Une fois que ces transports par câble sont installés, comment assure-t-on pour les passagers leur sécurité et leur disponibilité? La disponibilité, ça marche de pair avec la maintenabilité. C'est-à-dire si on est capable de maintenir, de faire l'entretien de tous les composants techniques d'un système de transport de manière transparente pour l'exploitation, c'est-à-dire en dehors des heures normales d'exploitation, on va avoir un système qui va être disponible. Et il va être aussi disponible s'il ne tombe pas en panne. Donc la maintenance doit être faite de manière appropriée, bien dimensionnée, et elle doit être faite de manière transparente, c'est-à-dire ne pas empiéter sur les heures normales d'exploitation. Donc voilà, ces deux, disponibilité et maintenabilité, ce sont deux facteurs qui marchent de pair. Un élément contre-intuitif d'ailleurs, pour illustrer les problèmes de maintenabilité, un câble court, c'est-à-dire un dispositif, qu'il soit suspendu ou au sol de courte longueur, disons 1 kilomètre, va nécessiter plus de maintenance qu'un câble long. Alors c'est contre-intuitif, mais l'explication est la suivante. Ce qui nous met bien les deux pieds dans cette technologie, c'est que un câble court va passer plus souvent aux deux extrémités. Et c'est aux extrémités qu'on a le retournement, avec une poulie de très grand diamètre, mais c'est là que le câble va subir les torsions et les flexions. Et c'est ça qui use le câble. Un câble qui fait 2 km de long va passer 2 fois moins souvent aux extrémités que sur un câble d'1 km de long. C'est contre-intuitif, mais une fois qu'on a compris l'astuce. En France, c'est le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, le STRMTG, qui est le comptable de la vérification de la sécurité offerte par un système de ce type. C'est-à-dire qu'ils édictent des normes et des pratiques, et ce sont eux qui vérifient les dossiers de sécurité, qui sont des documents officiels, obligatoires à soumettre par le concepteur, par le constructeur, et au final par le propriétaire de l'ouvrage, avant sa mise en exploitation. Donc c'est extrêmement rigoureux, extrêmement, on pourrait même dire rigide, mais quand on pense à l'accident de Lisbonne, on voit que ce n'est pas inutile. Et également, il y a un autre drame qui est survenu dans un système de remontée funiculaire, circulant au sol. C'était il y a une vingtaine d'années, c'est le funiculaire de Kaprun en Autriche, qui, lors d'un incendie, a déploré 155 morts. Alors pourquoi? Parce qu'il s'agissait d'un tunnel incliné, et un tunnel incliné, ça ressemble étonnamment à un conduit de cheminée, avec du tirage donc. Et le feu a pris dans une cabine. Aucun dispositif n'était suffisamment efficace ni réactif pour éteindre le feu à la racine, à la source, dès son apparition, et ce qui fait que les fumées, le feu a été attisé par l'effet cheminée du tunnel incliné, et au final, on a déploré 155 victimes. Si on revient sur Lisbonne,
Encore une fois, avant les conclusions de l'enquête, avant et sans faire le procès de qui que ce soit, il faut savoir que l'exploitant des transports de Lisbonne, Carriche, a sous-traité depuis une douzaine d'années la maintenance de ces funiculaires à des sociétés privées. Le contrat a été attribué à une société privée en remplacement de la précédente il y a une paire d'années. On peut légitimement se poser la question de la nature du contrat de sous-traitance et du contrôle de l'exécution des tâches de maintenance faites par le maître d'ouvrage, l'exploitant, le Carriche, au regard de son sous-traitant. D'autant plus que là, il s'agit d'un dispositif avec un seul câble. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de secours. Si le câble casse, le mode commun. Ça fait partie quand même des limites de ces dispositifs, mais qui ne sont pas insurmontables parce que finalement, les accidents sont très, très rares. On ne va pas minimiser la perte des 155 personnes en Autriche ni des 17 personnes à Lisbonne. Néanmoins, c'est un gros point de vigilance. Autre point de vigilance, si on pense aux limites de systèmes par câble, et en particulier des systèmes par câble suspendus, c'est l'évacuation. Alors on a tous en mémoire, ça arrive tous les ans, une remontée mécanique, un télésiège qui reste bloqué et on est obligé d'aller secourir les gens en hélicoptère parce que on est dans un endroit extrêmement escarpé, les secours ne peuvent pas arriver au sol, etc. Puis il y a plusieurs cabines qui sont dans une situation où on ne peut pas facilement faire descendre des gens. Alors si on réfléchit à l'évacuation, les systèmes par câble, là, peuvent pêcher. On n'a pas véritablement de solution simple, sûre, rapide, confortable, rassurante pour évacuer des personnes qui seraient bloquées dans une cabine suspendue avec le mécanisme à l'arrêt. Ça peut être un facteur qui découragerait les décideurs à opter pour cette solution. Donc aujourd'hui, ça se règle par la grande disponibilité dont on a déjà parlé, qui est bien supérieure à celle que le SK, par exemple, n'a jamais réussi à atteindre. Néanmoins, le jour où une panne d'un système suspendu surviendrait, il faudrait quand même avoir pensé à des scénarios d'évacuation, d'arrivée des secours, d'une façon ou d'une autre, qui limitent le traumatisme des passagers immobilisés à 20 mètres du sol. La flexibilité de ces systèmes par câble, on peut dire quand même qu'elle est plus limitée que celle d'un tramway ou d'un métro. Et pourquoi cela ? Parce que les variations de vitesse du câble sont faibles. On a évoqué entre 10 et 15 mètres par seconde, mais on ne va pas aller plus loin et puis on ne va pas avoir beaucoup de vitesses intermédiaires. Et puis ensuite, les cabines, on n'en injecte pas si facilement que ça sur le câble. Les cabines qui sont prisonnières du câble, là, donc il y a zéro flexibilité. Et les systèmes à pinces débrayables, on a la possibilité d'injecter ou de retirer des cabines en fonction de la demande. Ça reste finalement assez limité parce que l'intervalle entre deux cabines va atteindre une limite incompressible et que les manœuvres pour l'injection et le retrait ne sont finalement pas si simples. Autre limite à ces dispositifs, c'est leur extensibilité. Quand on parle d'une ligne de tramway ou de métro, il arrive fréquemment qu'on soit amené à prolonger la ligne. À ce moment-là, on fait des travaux au sol et puis on va neutraliser la station terminale d'où part l'extension pendant un temps limité, le temps de réunir les nouvelles voies, les nouveaux rails aux anciens, et ça se fait finalement d'une manière assez classique, assez maîtrisée. Là, le câble, on ne peut pas l'étendre. Donc si on a besoin de rallonger, pour une raison ou pour une autre, la liaison, pour desservir un quartier un peu plus éloigné, il va falloir repartir avec un autre câble. Ça va être la solution la plus évidente, parce que sinon, il faut déposer totalement l'existant, et que le prolongement soit dans l'alignement, puisqu'on a dit plus haut que ces dispositifs ne mettent pas les courbes ou les angles. Donc, on a là deux limites de ces choix technologiques. Après, il y a une question que vous allez me poser obligatoirement, c'est combien ça coûte ? Alors Michel, combien ça coûte ? Merci de me la poser. Donc, c'est toujours la question délicate, parce qu'une grosse partie du coût initial d'investissement va dépendre des conditions locales, la géologie, l'accessibilité, les coûts de la main-d'œuvre locale, etc. Néanmoins, chiffres lâchés du bout des lèvres par les constructeurs, pour ne pas citer des gens comme Poma et Doppelmayr, qui sont les plus connus au monde sur cette technologie, on arrive à des coûts de systèmes suspendus qui voisinent ceux d'un tramway. Alors, je vais prendre beaucoup de précautions pour annoncer ça, c'est-à-dire qu'un tramway dans des conditions européenne, avec les coûts de main-d'œuvre, d'acquisition des terrains et des technologies, peut coûter entre 30 et 40 millions d'euros du kilomètre. Pour un système suspendu, on est à peu près dans les mêmes ordres de grandeur. En revanche, la capacité va être limitée
pour un système à câble on l'a dit, à 4000 personnes par heure par direction, alors que si on parle de tramway, on peut assez facilement dépasser ça pour atteindre les 8000. Donc quand même, il ne faut pas vouloir faire à ces systèmes à câble ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et quels sont leurs concurrents de ces systèmes par câble? Alors si on réfléchit à ce qui les a rendus attractifs, c'est-à-dire le franchissement, la pente et le désenclavement de certains quartiers. Alors le franchissement, il est réalisable avec d'autres solutions que le câble. Alors on peut penser aux trains à crémaillère qui peuvent franchir des pentes, des rampes jusqu'à 25%, ce que peut faire le système par câble. Mais voilà, le système ferroviaire sur roue fer entraîné par une crémaillère est capable de faire des franchissements importants. Et également les métros sur pneus. Un métro sur pneus bien pensé peut gravir des rampes de 12%. C'est pas ridicule. Donc là, on peut considérer que ces deux solutions classiques sont des concurrents au moment du choix modal. Après, ce sont d'autres considérations de capacité, de coût, de flexibilité, d'extensibilité qui vont orienter le choix modal. Alors finalement, le câble est un choix modal qui est déterminé essentiellement par des contraintes topographiques. On a traité cet aspect du choix modal dans un précédent livraison de ce podcast où on essayait justement de ne pas mettre la technique, la technologie comme facteur déterminant du choix modal. Alors que là, on est en plein dedans. On a une difficulté à traiter, c'est un franchissement, un dénivelé. Dans certains cas, si c'est un franchissement d'une rivière, le tramway ne va pas le faire. Donc là, le système suspendu s'impose. Donc c'est la technologie qui répond à un besoin réel et qu'on ne peut pas traiter différemment. En guise de conclusion, le transport par câble répond à un besoin spécifique, il a sa niche de pertinence et il faut le considérer comme une solution efficace pour peu qu'on ne lui fasse pas faire ce qu'il ne sait pas faire. Une fois n'est pas coutume, un correctif s'impose 1 mois à peu près après l'accident du funiculaire de Lisbonne où j'ai pu, de manière un peu prématurée, incriminer une rupture du câble qui aurait causé l'accident, alors que les derniers éléments de l'enquête, qui n'est pas terminée, penchent plutôt pour une rupture de la fixation au niveau de la pince qui serre le câble sous la cabine. Toujours est-il que le résultat est toujours aussi catastrophique, non pas 17 mais 16 victimes, ce qui n'enlève rien au côté terrible de cet accident, et à reposer la question de la sécurité des systèmes funiculaires. C'était les transports urbains par câble expliqués par Michel. Merci à tous d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode et on se retrouve le mois prochain avec Michel.